Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCN 90.7 FM dans l'émission Droit de parole. Aujourd'hui, donc comme chaque semaine, nous sommes ensemble pour 1 heure et le programme est bien chargé puisque nous allons partager cette émission autour de plusieurs thématiques. Donc nous allons parler d'une mini-coopérative qui va se monter sur le plateau de Haye, avec Emmanuel Beyer. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis autour de moi, j'ai 2 étudiants en dans droit du patrimoine. Qui vont nous présenter la vente aux enchères organisée par la licence droit du patrimoine de l'Université de Lorraine et leur professeur Jean-François Giquel qui était avec nous déjà dans une précédente émission pour parler du patrimoine. Merci Jean-François d'être parmi nous. Et nous avons également un commissaire-priseur dont j'ai oublié le nom. Ça commence bien. C'est bien préparé l'émission. Je suis Frédéric de Mesnobla, voilà, je suis commissaire-priseur. Voilà. Bon, j'y reviendrai. Ce sera donc monsieur le commissaire-priseur jusqu'à la fin de l'émission. Maître. Oui, non, voilà, ce sera maître jusqu'à la fin de l'émission. Merci en tout cas d'être parmi nous. Merci à vous de m'accueillir. Pour parler plus précisément du marché de l'art. Qu'est-ce qui définit le marché de l'art? Comment fonctionne une salle des ventes? Quel est le métier de commissaire-priseur? Et surtout, comment on estime un bien artistique? Puisque c'est toutes ces questions que nous allons nous poser pendant 1 heure. Voilà, donc on va peut-être commencer tout de suite les 10 premières minutes de cette émission pour parler, je vous l'ai dit en introduction, de la mini-coopérative qui se monte sur le plateau de Haye. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu quel est ce projet, comment il est né et surtout quel est le public ciblé? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que la Mini-Coop, c'est aujourd'hui, qui ouvre ses portes aujourd'hui. C'est une première sur le Grand Est. Donc, c'est un dispositif qui s'adresse surtout à des jeunes âgés de 18 à 25 ans, plutôt, on va dire, éloignés de l'emploi et de la formation. Et on va leur permettre à ces 8 jeunes, pendant 6 journées, je parle bien de 6 journées, mais pendant un laps de temps de 3 semaines en fait, de travailler collectivement autour d'un projet de création d'activité ou de création d'entreprise. C'est un dispositif que nous portons au sein de Cap Entreprendre, puisque je suis la co-gérante de la coopérative d'activité et l'emploi Cap Entreprendre, qui accompagnons déjà des porteurs de projets à la création d'activités et d'entreprises. Mais nous sommes attentifs à tous les publics. Je veux dire, on parle souvent de la jeunesse en disant qu'ils sont en manque de créativité. C'est pas vrai. Donc les jeunes sont extrêmement créatifs, ont des projets. Il n'y a pas besoin d'attendre des années pour tester quelque chose, puisque nous sommes dans le test d'activité. Et on l'a déjà testé via un autre dispositif qui s'appelle toujours Coopérative Jeunesse de Service, et là qui s'adressait à des jeunes de 16 à 18 ans. Donc les mini-COP se sont montés sur les bases de ces coopératives jeunesse de service, où on s'est rendu compte qu'on avait une opportunité de permettre, en tout cas, à un groupe de jeunes de travailler ensemble, de réfléchir ensemble, de valoriser aussi leurs compétences pour les amener à être dans une activité plutôt coup de poing et de démontrer qu'il était possible de rebondir, donc soit vers la création d'une activité, soit dans l'emploi, soit vers une formation, pourquoi pas, donc au travers de ce collectif. Alors ça concerne quel domaine d'activité ces mini-COP? En fait, et c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire qu'on ne va pas imposer donc une idée ou un projet, ce sont bien les jeunes qui vont décider collectivement du projet en lui-même. Là, je sors donc la salle de réunion où on a déjà échangé sur un certain nombre d'idées, des éléments forts. On a à la fois un projet d'un garage, de nettoyage, une fleuriste, une cuisine. Alors, ça a l'air comme ça être des métiers, on va dire, classiques. Pas tant que ça, en fait, puisqu'aujourd'hui, vous avez un projet, là aussi au niveau agricole, qui était de dire, tiens, finalement, j'aimerais bien accompagner des agriculteurs, venir sur place pour les aider à réparer leur matériel agricole. Ça, vous pouvez le mettre aujourd'hui dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Vous pouvez parfaitement mettre en place un atelier itinérant. Voilà, créer un collectif sur un village aussi autour de ces dynamiques-là. Alors l'intérêt aussi du projet, c'est qu'il est rémunérateur pour ces jeunes de 18 à 25 ans. Alors dans quel cadre de contrat s'exerce cette mini-COP ?
Alors bien évidemment, on va donner l'opportunité à ces jeunes d'avoir une existence légale pendant ce projet. Donc on va leur faire signer un contrat d'appui au projet d'entreprise. Donc ces jeunes vont être hébergés juridiquement par nous, vont avoir une assurance de responsabilité civile aussi à travers nous. Et donc c'est exactement le même contrat qu'on met en place pour l'ensemble des autres porteurs de projets. Et pourquoi rémunérateur? Alors, il ne faut pas s'imaginer avoir un salaire derrière cette action-là. C'est tout simplement, de par leurs compétences et de par les actions qu'ils vont pouvoir mener, ils auront toute légalité à facturer des prestations, s'ils devaient en avoir, et de ce fait, se partager les bénéfices à la fin de l'action. C'est donc dans le cadre de l'insertion professionnelle des jeunes. Est-ce que ce projet est amené à se pérenniser ou est-ce qu'on est sur une année, sur une action unique? Alors c'est l'intérêt aussi de l'action, c'est-à-dire qu'en fait, là on part avec 8 jeunes qu'on découvre ce matin. Il est fort probable, et on l'espère, qu'à la fin de ce dispositif, il va peut-être avoir 1, 2, 3 jeunes qui vont dire finalement, moi ça m'intéresse de poursuivre cette aventure, puisque c'est une aventure collective. Donc la suite, c'est qu'il va pouvoir la poursuivre, et là avec un accompagnement avec mon équipe d'appui, donc de Cap Entreprendre, bien entendu. Et pour les autres, ce qu'on espère, c'est que s'ils ne souhaitent pas continuer l'aventure, mais que de par cette aventure, ils auront pu rebondir vers des entreprises ou autres, voilà, ça s'appelle une sortie positive. Donc ce dispositif, il s'accompagne, on imagine bien, aussi d'une formation à tout ce qui touche autour de l'univers de l'entreprise, que ce soit en matière d'analyse du marché, de stratégie de communication, de modèle économique. Comment est-ce que ce projet est encadré et quels sont les partenaires qui participent à ce projet? Alors déjà, il faut bien souligner que cette action qui encourage la coopération et la solidarité pour impulser de nouveaux projets, c'est surtout une action multipartenariale. Donc on remercie aussi nos partenaires. Donc déjà Radio Caraïbes pour nous accueillir aussi, d'une part, mais aussi donc le Métropole du Grand Nancy, le CEGET, l'État, le Plateau de Haye, les missions locales. Je dirais, tout cet écosystème, en tout cas cette dynamique-là, ne pourrait pas se mettre en place s'il n'y avait pas un écosystème sur le territoire pour impulser cette action. Ensuite, sur le partenariat en lui-même, donc nous avons une organisation sur les axes, sur les fondamentaux en tout cas de la création d'entreprises qui sont présents, donc de par Cap Entreprendre avec effectivement mon équipe d'appui, mais pas seulement, des entrepreneurs de Cap Entreprendre qui ont voulu s'inscrire dans la démarche mais qui ont des expertises, donc en communication, en gestion, en RH, en droit du travail, en sécurité. Donc ils vont avoir un certain nombre de sessions qui vont être pas que des sessions, c'est pas de la formation pour de la formation, c'est de la formation action, c'est-à-dire comment on va aussi adapter la formation à leur projet. Et on a aussi la chance d'avoir comme partenaire Léger, donc qui permet, cette association qui regroupe en tout cas des personnes retraitées mais avec des expertises précises, voilà, de s'inscrire dans le dispositif et de mettre à disposition aussi ces compétences-là par rapport à ces jeunes tout au long du dispositif. Alors toutes ces informations pour ceux qui seraient intéressés de participer à ce projet peuvent se retrouver en joignant la Maison de l'Emploi qui organise ce projet de mini-COP. Peut-être donner les coordonnées de la Maison de l'Emploi? Alors on a la Maison de l'Emploi, donc la mission locale donc, du Plateau de Haye, qui sont situées 21-23 rue Jean Millet à Nancy. Donc leur téléphone, le 03 83 93 12 04. Ou alors par mail au vdp@m2-nancy.org. Exactement. Et vous aurez tous les renseignements concernant ce beau projet d'insertion professionnelle pour les jeunes de 18 à 25 ans sur le plateau. Merci beaucoup de nous avoir présenté très succinctement ce projet, mais en tout cas, on le suivra attentivement et l'évolution aussi de cette action. Merci beaucoup. À vous, place aux jeunes. Je vous propose de faire une petite pause musicale et on abordera tout de suite la suite de notre émission sur le marché de l'art et la vente aux enchères organisée par l'Université de Lorraine. Elles ne font que passer devant toi, ces femmes que tu observes d'un air qui ne me plaît pas. Elle passe au radar qu'elle le veuille ou pas, tu attends la prochaine pour lui faire ces yeux-là.
regard sale, du genre rempli de haine, celui d'un mâle qui garde le chien de sa chienne, une rancœur pour les femmes, car aucune d'elles ne l'aime. Faudrait qu'elle ait la dalle, la bonne samaritaine, qui t'offrirait ses charmes sans toucher aux étrennes, et pourvu qu'elle ravale son côté Simone Veil. Elle est victime du genre, un objet sexuel. Vas-y, balance ton porc, fais rugir la femelle. Elle a l'habitude des crevards comme toi, qui la siffle sans gêne, qui la montre du doigt. Elle s'en accommode, elle n'a pas le choix, parce que si elle la ramène, tu vas hausser la voix, ressortir tes grands airs et toute ta mauvaise foi, ta panoplie vulgaire de macho aux abois. Tu lâcheras pas l'affaire en jouant les gros bras. Donc elle marche tête baissée, c'est pas pour te déplaire, tu la fixes obsédée parce que t'aimerais lui faire dans tes rêves de frustré, tu repeins des chimères. Elle est victime du genre, un objet sexuel. Vas-y, balance ton porc, fais rugir la femelle. Un morceau de viande parmi tout un bétail, tu salives et tu bandes, tu fais pas dans le détail, qu'elle soit fille ou mère, tout ça t'est bien égal. La galanterie s'est perdue dans tes pulsions bestiales, tu confonds les nuances, tu n'es qu'un animal, tu prends ton insolence pour la parade, tu râles, bête à manger du foin, tu veux qu'elle te régale, tu peux ronger ton frein, c'est avec ta fringale, comme j'ai dit tout à l'heure, faudrait qu'elle ait la dalle. Toi tu vends pas du rêve, toi t'es juste un chacal, allez rentre chez ta mère, demande si c'est normal, ton sale côté pervers, d'où ça vient, vas-y parle, demande-lui comment elle vit, le regard des hommes comme toi, se faire klaxonner en ville, juste pour la énième fois, de se faire draguer sans cesse, insulter 2 fois sur 3, se faire tripoter les fesses, ça commence aussi comme ça, son autre que ressent-elle, quand on la siffle comme un chien, alors qu'elle rentre du taf et qu'elle demande rien, laisse-la aussi te parler, du sexisme ordinaire, à boulot équivalent, elle a pas le même salaire, renoncer pour de bon à tous ses plans de carrière, parce qu'elle a eu un enfant et que c'est pas papa qui gère, que son patron est frileux, de faire confiance à une mère, si elle en veut un deuxième, je te dis pas la galère, parce que c'est pas qu'un regard, parce que c'est pas anodin, parce qu'elles sont pas des soumises, parce que ce sont pas des putains, parce que ça se banalise, tu crois que c'est 3 fois rien, mais que veux-tu que je te dise, tu donnes l'exemple au gamin, si on fait une analyse, si il m'a au cul c'est rien, comme tes commentaires salaces, chaque fois qu'elle croise ton chemin, que Dieu tu balles dans la gueule. Voilà, on est de retour donc pour parler de cette action menée par l'Université de Lorraine et la licence droit du patrimoine, donc cette vente aux enchères. Jean-François, caritative, c'est vrai, oui, on va le préciser. Donc elle se déroule dans le cadre de la licence droit du patrimoine que tu diriges. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement cette licence ? On l'avait déjà présentée dans une autre émission, donc on fera en fait, le nom officiel maintenant c'est métier, activité juridique, métier du droit de l'immobilier, mais je préfère quand même droit du patrimoine culturel immobilier, ça me paraît beaucoup plus concret. Donc elle a pour objet de former des jeunes à différents métiers, donc tout le secteur de l'immobilier, immobilier social, politique de l'habitat, immobilier classique, copropriété, promotion immobilière, etc. Et aussi une partie qui vont plutôt vers ce qu'on pourrait appeler l'art et la culture, soit dans l'administration, soit dans le secteur privé, y compris les salles des ventes. Et dans le cadre de cette licence, outre un mémoire et un stage de 3 mois, il y a ce qu'on appelle un projet tutoré, qui fédère tout le diplôme et qui est le travail le plus important du diplôme, et qui consiste donc à monter de A à Z une vente aux enchères caritatif, à laquelle je suis très attaché. Donc ce sera la 9e édition cette année. Et le principal, la plus grosse partie du produit de cette vente, qui varie à peu près entre 6 000 et 12 000 euros par an, va à l'attribution de bourses au mérite pour des étudiantes qui éprouvent des difficultés financières, familiales ou autres, mais qui ont quand même des résultats très corrects, voire très bons, et que nous soutenons parfois d'ailleurs sur plusieurs années dans leur poursuite d'études. À l'Université de Lorraine, et quelle que soit leur filière d'ailleurs, leur cursus. Donc cette vente est donc portée par les étudiants de sans la eux, licence. Oui, je pourrais jamais tout seul, oui, je pourrais pas. Alors comment est-ce qu'elle s'organise ? Comment est-ce que les étudiants prennent part à ce projet ? Et surtout, comment est-ce que vous trouvez les lots ?
Alors au début, c'est très abstrait pour eux parce que je leur en parle. Bon, ils sont au courant que cette vente a lieu. Je leur en parle évidemment dès la rentrée. Et en réalité, on bosse, on commence à la préparer à partir du mois de janvier, à la rentrée de janvier. Et c'est là qu'ils prennent conscience de ce qu'est, Frédéric en parlera beaucoup mieux que moi, mais de ce qu'est finalement le métier de commissaire-priseur que certains ambitionnent, ou le milieu des salles des ventes. On voit toujours que la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire le commissaire-priseur avec son marteau, avec son costume le jour J, etc. Et on ne voit pas tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire l'immense travail de préparation, de récolte des lots, de triage des lots, de description, d'estimation, aussi la fabrication du catalogue, les photos, la communication, etc., pour que cette journée soit une réussite, sachant que elle aura lieu le jeudi 28 mars à la faculté de droit de Nancy, donc 28 mars prochain. Elle consistera, ça commencera à 9h du matin, avec une brocante caritative, car certains des lots, nous allons les vendre directement, donc ils ne seront pas dans le catalogue, parce que sinon ça serait illégal. Et la journée aussi sera consacrée donc, de 9h à 17h, que ce soit pour la brocante ou pour ce dont je vais parler, à l'exposition légale des lots, parce que c'est une obligation légale, on doit exposer les lots à la vue du public. Voilà, et nous allons faire ça toute la journée. Et la vente proprement dite, qui grâce à la générosité de Maître Noblat sera caritative, ça veut dire sans frais. Donc quand on dépense 10 €, ça ne sera pas 12 ou 13, ça sera 10. Aura lieu donc dans l'amphithéâtre K12 à partir de 19h. Et comme c'est un horaire un peu tardif, il y aura une collation d'offertes et des rafraîchissements de manière à ce que personne ne tombe d'inanition sous le coup de l'émotion. Voilà. C'est l'offre, c'est le produit d'appel, c'est ça? Voilà. Non, mais c'est une ambiance très festive, très sympathique, et les gens savent que c'est un but noble, que c'est un exercice aussi pour les étudiants très important, que c'est un jour très important pour eux et pour moi. Ça devient une tradition, et je trouve ça très bien aussi si ça pouvait ramener une partie de la population qui n'ose pas mettre les pieds dans les salles des ventes, et je pense en particulier aux jeunes, alors qu'on y fait d'excellentes affaires et qu'on y apprend plein de choses et qu'on y découvre plein de choses. Ça sert aussi à ça, à amener, à montrer aux étudiants, parce qu'il y a les passionnés qui vont venir, les marchands, les particuliers, etc. Mais vous avez aussi tous ces jeunes qu'il faut convaincre qu'il y a des barrières qui sont tout à fait franchissables. Alors justement, on va parler de ce retour d'expérience de ces étudiants. On en a 2 avec nous aujourd'hui. Alors comment vous avez envisagé donc ce travail qui, on l'a compris, est un travail en amont très important d'estimation des lots, de récolte des lots. Comment vous avez travaillé? Qu'est-ce que vous en tirez comme expérience? Bon, du coup, je vais commencer. Oui. Pour commencer, bonjour. Moi, je Bonjour. m'appelle Paul. Donc, comme l'a précisé notre chargé de licence, M. Jean-François Giquel, c'est vraiment un travail, c'est un gros travail qui est fait de par tous les étudiants. Nous sommes 33 dans cette licence. Et en fait, on doit démarcher absolument tout le monde. Ça commence par nos amis, nos familles, puis petit à petit par le bouche à oreille. Le réseau s'étend et comme je disais précédemment, on essaie de contacter vraiment tout le monde, que ce soit des particuliers, car chacun peut donner, soit des particuliers, des professionnels, des artisans, des artistes, pour notamment, pour ces derniers, essayer de trouver des lots qu'on appelle de prestige. Mais tous les lots ont leur importance. On récupère absolument tout. Comme on le dit et qu'on essaie de le répéter, c'est vraiment une action qui est caritative, pardon. Donc voilà. Alors, je vais faire plaisir à partir de 1 €. C'est ça. Voilà, alors c'est peut-être aussi c'est un aspect aussi important de cette démarche. Effectivement, on parlait de la démocratisation de l'accès à l'art et à l'accès aux ventes, qui est boudé souvent par les plus jeunes. Qui est méconnu, surtout. Qui est méconnu, surtout. Est-ce que vous avez, vous, ce sentiment-là que effectivement, il y a des actions à mener pour justement amener à l'art au plus grand nombre, et qu'il y a cette réticence? Et comment vous expliquez cette réticence de la part des plus jeunes à aller vers ces salles des ventes? Moi, je pense que bonjour, je me présente, je suis Lucien. En fait, je pense que l'art, c'est encore considéré comme très élitiste, en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a beau voir dans les musées, etc., les expositions, les personnes qu'on retrouve sont souvent les personnes, on va dire, assez élitistes, etc. Et c'est pas assez ouvert aux tous. Je pense que l'important de cette vente, c'est également de proposer des objets. On a démarché beaucoup d'artistes aussi locaux qui permettent de nous enrichir de plein d'œuvres. Mais c'est vrai que même par l'intermédiaire, par exemple, dans le futur, de faire tout ce qui est les expositions en plein air, etc., ça permet vraiment de rassembler beaucoup de personnes et du coup d'ouvrir l'art à un plus grand nombre et pas qu'à une certaine catégorie de personnes. Parmi les lots que vous avez récoltés, alors quels sont peut-être les produits les plus alléchants qu'on pourra découvrir au moment de cette vente? Eh bien, dernièrement, pour
comment dire, il y a 2 jours, nous avons récupéré, grâce à la générosité de la maison de champagne Pepper Edinsky, le magnum des Oscars de cette année. Donc, d'après ce que la maison m'avait expliqué, il y a eu à peu près 700 magnums qui ont été produits pour cet événement. Je pense qu'une grande majorité ont été consommés. Donc, c'est vraiment un lot d'exception et c'est vraiment une chance pour nous et pour potentiellement le futur acquéreur On sera d'obtenir... sur un terrain cher, en exergue, sur un terrain cher. Oui, on sera aussi sur un terrain cher. C'est vraiment un honneur, c'est vraiment une chance pour nous en tant qu'étudiants, mais aussi pour potentiellement le futur acquéreur, d'obtenir ce magnum des Oscars, ainsi que son chocolat recouvert de feuilles d'or à l'effigie de la statuette des Oscars. Donc ça, c'est vraiment un des lots parmi tous. Parce que pour le moment, nous sommes en train de faire l'inventaire et nous avons de très bons vins. Nous avons des très bons vins. Un dessin de Nicolas, une gravure de Nicolas Poussin. Il y a vraiment des très très belles choses qui seront mises en exergue dans le catalogue, dans la catégorie de lots de prestige. Il y aura aussi des lots de dernière minute parce qu'on recevra des choses jusqu'à la fin, donc certaines choses n'apparaîtront pas dans le catalogue, des lots surprises, et sinon les catégories classiques, mobilier, objet d'art, art de la table, vêtements, bijoux, livres, musique, absolument de tout, de tous les styles. Et il y a beaucoup de meubles, de très beaux meubles. Là encore, absolument de tous les styles. Beaucoup de choses vintage aussi qui vont beaucoup plaire. Plein d'autres choses doivent arriver encore, voilà. on espère. Donc c'est une surprise permanente et il faut quand même rendre hommage à tous ces donateurs parce que moi je suis quand même surpris chaque année par la générosité des particuliers, des professionnels aussi, il faut le souligner, qui nous ont beaucoup soutenus cette année. Voilà, on ne peut que s'en féliciter. Et puis rien ne remplace ce contact avec les objets. Moi c'est ça que je voudrais apprendre aux étudiants. Et j'aimerais le faire encore dans un cadre plus vaste, c'est le contact avec les objets. Et il faut le contact physique avec les objets pour apprendre à les reconnaître, quelque part à les sentir, à déceler leurs valeurs, apprendre aussi à les décrire. Et c'est ça qui est essentiel. Alors c'est aussi tout l'intérêt de l'expérience que vous menez, c'est de rendre vraiment concret le travail que vous effectuez dans le cadre de la licence tout à fait. du patrimoine. Je continuerai à dire droit du patrimoine. Oui, par contre. Le nom rallonge, nous fait perdre du temps d'antenne. Mais non, c'est une façon très concrète d'aborder effectivement ce métier. Alors j'ai envie de dire, peut-être donner envie aux futurs étudiants qui nous écoutent peut-être de s'orienter vers cette voie-là. J'ai eu des anciens étudiants qui aujourd'hui sont commissaires-priseurs. Voilà, donc c'est une filière de débouchés. Donc, qui vont l'être. Il y en a une qui est en 2e année à Paris qui va sortir cette année. Et surtout, voir aussi la diversité des profils des personnes qui s'inscrivent à cette licence. Alors peut-être parler rapidement un petit peu de vous et d'expliquer qu'est-ce qui vous a amené vers le patrimoine. C'est vrai que c'est une voie que probablement peu de jeunes envisagent, en tout cas à la sortie du lycée. Comment vous êtes arrivé à aller dans ce droit du patrimoine? Donc moi j'ai parlé de mon expérience personnelle, mais je sais que dans notre licence nous sommes beaucoup à ne pas sortir de la filière classique du droit ou de l'art. Moi pour mon cas, je sors de la filière classique du droit. J'ai une première licence, je suis parti en master de droit international et de droit européen à Strasbourg. Et je vais être très franc avec vous, le droit j'en ai eu assez. J'ai eu un burn-out du droit. Tout simplement parce que j'ai toujours eu une passion, c'est la peinture, donc je suis à mes heures peintre. Et monsieur Jean-François Giquel, qui était mon professeur de licence sur Épinal, je l'ai rencontré peu de temps après ce master qui m'a fait, avec lequel j'ai eu une petite désillusion, qui m'a dit tu es peintre, tu as des notions de droit, rentre dans ma licence, c'est un bon moyen de concilier le droit et l'art. Donc... J'ai suivi les conseils de mon professeur. J'ai des profils très différents, très différents. J'en ai un qui a commencé par un CAP. D'ailleurs, je lui dis que c'est une très bonne chose, contrairement à ce qu'il pense. Un CAP boulanger, pardon. J'en ai une qui a 3 ans d'avance, qui sort du lycée de la Légion d'honneur. J'ai des profils extrêmement divers. Et j'en ai beaucoup qui sont en double cursus. J'ai un stagiaire à l'heure actuelle fourni par Jean-François qui a un BTS de réparateur de machines à sous. Donc, vous voyez, ça mène absolument à tout. Et il est en passe de réussir, puisqu'il a quand même eu les premiers examens. Donc, voilà. C'est vrai que c'est important de le souligner aussi, ces débouchés qu'offre la licence, parce qu'on a toujours cette idée que dans le domaine du patrimoine et dans le domaine de l'art, la seule voie professionnalisante, en tout cas c'est ce qu'on peut entendre, c'est Paris et l'école du Louvre. Mais c'est une licence en droit, donc ça c'est très important de le dire, parce que sur un CV ça change tout. Déjà, en immobilier, ça permet d'être gérant d'une agence immobilière, et même sans parler de cela,
ce qui est déjà important, ça change tout. Ça redonne un CV, si vous voulez, parce que nous sommes en France et nous sommes très attachés aux diplômes, et les diplômes de droit sont bancables, entre guillemets, il faut quand même dire les choses clairement, et ça redonne à tout un tas de personnes une perspective d'études et de carrière, et surtout ça leur permet de s'épanouir, ce qui est le plus important. Voilà. Moi j'aimerais préciser quelque chose, dans cette licence, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une licence professionnelle. Et c'est vraiment ce qui me manquait, moi, dans mon master, qui était un master de droit général. C'est que voilà, il y a des cours, certes, mais il y a aussi de la pratique. On a un stage de 3 mois. Des professionnels, et cette vente aux enchères, qui est quand même le sujet de ce moment, c'est vraiment que, voilà, on n'est pas derrière notre bureau, on n'est pas derrière notre ordinateur. Voilà, il faut démarcher, il faut entreprendre. C'est vraiment un événement. Voilà. C'est une action concrète. Donc moi, si je peux lancer un petit appel, parce que voilà, la vente aux enchères, comme on le dit, c'est le 28 mars. Il est encore temps de faire des dons. Et si de vous venir. Pouvez, et de venir le 28 mars. Et si vous pouvez encore faire des dons, on prend tout. Et quand on vient, on part quand on veut. C'est ça. On n'est pas obligé d'acheter non plus, on ne va pas vous rançonner. N'ayez pas peur. S'il y a un geste incontrôlé de la main, on ne vous retrouverez pas avec 5 000 € à payer non plus. Enfin bon, voilà, donc c'est très drôle et il faut vraiment voir ça. D'ailleurs, ça a appris à beaucoup de gens ce que c'était qu'une vente aux enchères. Parce que de même, ils n'auraient jamais mis les pieds dans une salle des ventes. Et forcément, puisque nous sommes des étudiants, nous sommes assez jeunes, nous sommes dans l'air du temps, donc si vous voulez nous suivre, on fait un appel à nous suivre, allez sur notre page Facebook, allez sur notre Instagram, donc c'est VAEC, Fac de droit de Nancy, donc voilà. Et voir le catalogue avec des magnifiques photos qui sont prises par une de mes étudiantes, donc ça c'est sur Instagram c'est pour sur l'instant, Instagram, et ça sera sur le Facebook, Facebook, après on va transmettre. Mais les photos sont majoritairement sur l'Instagram. Donc n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à suivre l'actualité et à partager en effet. Le plus grand nombre est le bienvenu. Venez voir notre vente aux enchères, venez voir le fruit de notre travail et vivez l'expérience d'une vente. Voilà, donc le 28 mars, c'est à la fac de droit en Mais alors je précise, parce que sans Frédéric qui est à ma droite, c'est une vraie vente aux enchères. C'est-à-dire qu'il faut un commissaire-priseur habilité. C'est certainement pas moi qui vais adjuger, qui vais transférer la propriété des objets. Donc c'est un exercice juridique de A à Z. On est quand même soumis. Voilà, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. C'est des règles de droit du marché de l'art, à des règles qu'il faut respecter, surtout quand certains ambitionnent de faire ce travail. Voilà. Alors on va en parler juste après, quand on va aborder la question du marché de l'art. Juste rappeler que la vente a lieu le 28 mars. Le lieu, c'est en fac de droit, Nancy, 13 place Carnot. À l'amphithéâtre. Alors, exposition d'élo et brocante dans la cour, sous les arcades et au foyer. Donc c'est grande entrée, place Carnot. Et le soir, donc vente à partir de 19h dans l'amphi K12, qui est juste de l'autre côté du passage Alda, qui donne aussi sur la rue de la Ravinelle en haut. Donc de toute façon, il y a des étudiants qui seront là pour guider les gens. Il y aura un fléchage. Et tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas de conditions d'entrée, ni financières, ni autres. Très bien. Eh bien, le message est passé. J'espère que vous serez nombreux à vous y rendre. N'oubliez pas que vous pouvez évidemment retrouver toutes les informations donc, sur les réseaux sociaux et on se chargera nous aussi de les transmettre. Oui, merci. Oui, on se fera. Voilà, on se fera le relais avec plaisir. Alors moi, j'aimerais bien maintenant aborder la question plus précise de ce qu'est le marché de l'art et quel est ce métier peut-être peu connu de commissaire-priseur. Et donc, on va aborder un petit peu toutes ces questions de la pratique de commissaire-priseur. Alors déjà, peut-être nous présenter votre métier. Comment devient-on commissaire-priseur et en quoi consiste ce métier ? Eh bien, on devient commissaire-priseur après avoir passé 2 licences, une de droit, une d'histoire de l'art, avoir suivi un stage d'au moins 2 ans donc, dans une étude d'un commissaire-priseur installé et d'avoir réussi l'examen final donc, qui vous délivre... ce certificat de capacité professionnelle donc, qui vous permet de vous installer. Alors, une fois que vous avez ce diplôme, il faut encore s'installer, c'est-à-dire trouver une étude existante ou en créer une. Alors, vous êtes obligé de reprendre une étude existante si vous êtes commissaire-priseur judiciaire et vous pouvez librement créer une salle des ventes si vous n'êtes, si vous ne faites que des ventes volontaires. Donc, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir une fortune ou d'hériter de son oncle, de son père, de reprendre une étude qui déjà tourne. Vous pouvez, si vous êtes suffisamment débrouillard ou tout du moins organisé, vous pouvez tout à fait vous installer et créer une structure de vente.
Alors, l'œuvre d'art comme objet de marchandise, moi, c'est le premier point que j'aimerais aborder. C'est vrai que c'est une notion qui peut porter à question de savoir comment le geste artistique peut être marchandisé et comment est-ce qu'on peut lui attribuer une valeur monétaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels critères vous prenez en compte pour définir la valeur d'un objet d'art. Alors c'est vrai que le mot marché d'art, ça peut être un peu choquant pour des puristes. Il se trouve qu'effectivement, tout le monde le sait, des artistes de grands talents ont trimé toute leur vie pour une œuvre qui n'a jamais été reconnue. Et quelques personnes intéressées ont su valoriser leur œuvre et en tirer le meilleur parti. Bon, ceci dit, un marché, c'est quoi? C'est l'offre et la demande sur un type d'objet à un moment donné. Donc, le marché, il est partout, il est fluctuant, il dépend en fait d'appréciation objective ou subjective. Enfin, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit. Alors, le marché, il est très simple pour des objets de grande valeur. Un objet de valeur reconnu qui a une traçabilité a toujours une valeur quoi qu'il arrive, malgré tout conflit, malgré tout ce qui peut se passer. Ça reste une valeur refuge. Donc ça se vendra toujours bien. Par contre, des objets plus ordinaires, on s'en rend compte à l'heure actuelle. Si vous avez une armoire Lorraine, elle valait l'équivalent de 3 000 à 4 000 euros il y a 10 ans. Maintenant, elle vaut 300 euros. Donc celui qui pensait faire sa petite retraite en gardant dans sa grange, c'est un peu fini ça. Mais il y a toujours des domaines qui émergent et d'autres qui, hélas, coulent un peu. Mais alors, on voit bien les différents critères. À la fois, vous parlez de critères objectifs et de critères subjectifs. Oui. Dans les critères objectifs, qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que c'est sur la question du matériau? Oui, c'est essentiellement l'authenticité de la chose, la qualité de la chose. C'est critère objectif. C'est la traçabilité dans la mesure où, par exemple, un objet qui a un pédigré, objectivement, je ne sais pas, la chaussette de Louis XIV, qui est reconnue comme étant sa chaussette depuis 400 ans, restera la chaussette de Louis XIV, donc aura une valeur. Le chapeau de Napoléon porté à Waterloo, même s'il passe de main en main régulièrement, ça restera un des 300 chapeaux de Napoléon et ça se vendra plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors donc, donc il y a des choses objectives qui sont suivies, et puis vous avez aussi le subjectif. L'objet d'art est aussi un produit marketing qui va répondre finalement, je ne sais pas ce qu'il y a eu comme grande exposition cette année à Paris, mais je sais pas, par exemple, vous avez l'exposition Poussin. Effectivement, même si vous n'avez pas un Poussin chez vous, c'est le moment de mettre sur le marché un recueil de gravures. Alors, je vois que la fac de droit a la chance d'avoir une gravure J'en ai une par ou d'après Poussin, peu importe. Mais c'est pour dire que voilà, il y aura un coup de flash. C'est l'année du bicentenaire de la Révolution. Si vous avez le portrait de Marie-Antoinette, c'est le moment de le sortir. Avant qu'il parte à l'étranger, comme d'habitude. Parce que, il y aura effectivement des livres, des émissions, des films qui vont sortir sur le sujet. Donc, les gens vont être sensibilisés à la chose. Vous avez une belle exposition, je ne sais pas, moi, sur les presse-papiers de Saint-Louis ou des choses plus locales. Effectivement, c'est le moment de... C'est là qu'on voit d'ailleurs que finalement aussi la valeur de l'objet dépend aussi peut-être d'une part d'une possibilité institutionnelle de définir la valeur d'un objet. Il y a les modes, mais aussi, plus ou moins téléguidées, mais il y a des modes. Parce que je pensais là, effectivement, alors on imagine bien qu'il est plus facile d'estimer la valeur d'un objet qui a une forte portée historique, mais si on en vient à l'art contemporain, par exemple, donc des artistes émergents ou qui ont une courte durée, qui n'ont pas encore fait peut-être leur légitimité dans le domaine de l'art. À ce moment-là, est-ce que le fait que les institutions ou les collectivités ou autres fassent émerger un artiste peut faire augmenter sa cote? Oui, les FRAC, enfin tous ces fonds régionaux qui achètent des œuvres sont là pour soutenir le marché.
effectivement, tout le monde ne naît pas d'un seul coup Damien Hirst, Kuntz ou Boltanski, quoi. Hein. C'est tout un travail Les commandes publiques. de recherche, de publication, de mise en valeur. Alors bon, là, Le 1%. effectivement, l'artiste le plus débrouillard ou le plus entreprenant s'en sortira mieux que celui qui reste dans son coin, même s'il est très bon à entasser des petits chefs-d'œuvre dont personne n'a connaissance. Donc effectivement, il y a tout un travail. Mais c'est là aussi tout le questionnement. Est-ce qu'il n'y a pas une part, en tout cas dans Marketing. une part marketing, Ah ben et une part- forcément, il y a une part Mais le rapport oui. entre l'art et l'argent est très compliqué. Parce qu'en France, alors, c'est vrai qu'il y a des abus qu'on connaît, des gens qui ne produisent pas eux-mêmes, qui fabriquent en série, qui sont soutenus artificiellement, notamment par la commande publique ou par des expositions, voilà, qui monopolisent le 1% artistique de manière indue, alors qu'il y a des gens beaucoup plus doués. Peut-être rappeler ce C'est que les c'est que le 1% qu'on 1% doit, artistique. dans certains chantiers publics, consacrer à l'achat d'une œuvre d'art pour soutenir la création, en général contemporaine. D'ailleurs, on peut se poser la question aussi, de voir s'il n'y a pas trop d'aide à l'art contemporain et pas assez pour les autres. Hein. Ce que moi, je pense, en tous les cas. Et de manière artificielle, avec des œuvres souvent de qualité médiocre, y compris matériellement, qui s'autodégradent, ce qui coûte encore plus d'argent. Parce que là, on n'est plus dans un rapport. On n'est plus dans un rapport d'offre et de demande. non, Là, c'est non, c'est complètement non, artificiel. non, ça, c'est- Et puis, il faut avoir du pif. C'est pas Frédéric qui va me démentir. Un objet, il faut avoir du pif. On voit un tableau, alors après, ça s'apprend, c'est instinctif, et puis ça s'apprend à force de fréquenter des brocantes, des vide-greniers, des ventes, aller chez les antiquaires, dans les salons, etc. Et il y a certaines choses, on se dit, ça, c'est quelque chose. Alors, c'est pas pour ça que ça va valoir 1 000 euros. Mais au lieu de le vendre 10, on va le vendre 100 ou 150. Parce Oui, qu'il y a mais- quelque chose. Voilà, Ouais. ça relève parfois de. Et puis les enchères, c'est C'est- irrationnel. Hein. C'est complètement irrationnel. Il y a des choses, on pense qu'elles vont partir très cher, c'est pas du tout le cas, et d'autres, ça s'emballe. Donc il y a tout l'aspect. C'est- il y a toute Et la même portée le émotionnelle. collectionneur le plus avisé a des cadavres sous son lit ou dans un placard. Hein. Tout le monde ne mise pas sur des valeurs à venir. Hein. C'est compliqué quand même. Il y a des grands maîtres qui sont complètement tombés dans l'oubli et qu'on a redécouvert. Prenez Georges de la Tour, prenez beaucoup. Alors, leur œuvre était reconnue mais attribuée à d'autres. Et tout d'un coup, on les remet sur un podium et ils sont valorisés. C'est ça qui est intéressant de voir comment est-ce que on allie la question du marché, les lois du marché, Moi, je- à un objet qui finalement aussi porte en elle une valeur émotionnelle et de porter je pense que c'est une question de débouché, parce que quand on a épuisé un stock, par exemple, c'est la grande mode des meubles Louis XVI, Louis XV, Louis XIV peut-être un peu moins, mais elle est passée. Donc en fait, on invente des concepts comme Haute Époque, tu sais, voilà. On ressort des meubles médiévaux, etc., qui étaient complètement au rencard et qui d'un coup vont retrouver une valeur. Et c'est pareil pour les artistes. C'est-à-dire qu'il y a besoin aussi de renouveler l'offre. Et les valeurs changent. Prouver aujourd'hui et une cotation absolument incroyable. Alors c'est pas d'ailleurs ce qu'il a voulu de son vivant, c'est des meubles utilitaires. Je suis pas sûr que ça dure des dizaines d'années. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez qui tourne. curieux, effectivement, que ce qui était considéré comme l'art pour tous ou l'art, comment dirais-je, dans des objets industriels, tout d'un coup soit tellement valorisé que plus personne ne peut y toucher. Ouais, Hein, exactement. vous prenez effectivement la maison de Prouvé fabriquée pour des réfugiés en 1945. Bon, c'était vendu 3 sous aux municipalités et tout d'un coup, c'est devenu des maisons qui se vendent 300, 400 000 euros. C'est quelques poutrelles de fer et quelques planches. Parce que c'est l'esprit industriel, alors que certains n'ont jamais Oui, vu un non, mais ouvrier de leur c'est- vie. c'est- Mais ça, c'est un autre problème. Ça, c'est Nanana qui fait. Non, mais on c'est le voit dans les paradoxe émissions, du marché de l'art, effectivement. Peut-être qu'ils ont un petit peu d'un coup de culpabilité, oui, de remords social. Enfin, je sais pas, mais c'est extrêmement curieux de voir que d'un coup, ça les intéresse, alors que pendant longtemps, ils considéraient ça avec le plus grand mépris. Mais après tout, tant mieux pour le marché. Voilà, nous, on fera une exactement. émission spéciale sur la boboisation des centres-villes. Voilà. Sans- Nous sans- reviendrons avec sans Frédéric problème. avec grand plaisir, hein, je pense. Ouais. Bah oui, non, mais un jour, les abribus, tout le mobilier urbain deviendra d'immobilier d'art. Enfin, tout dépend par qui il a été créé. S'il n'a pas Vous été voyez les détruit grilles entre-temps. du métro de Guimard, par exemple, à Paris. Bon, on se les arrache quand il y en a qui partent à la benne. Hein. D'ailleurs, il y a des municipalités qui ont l'intelligence de tout conserver. Mm. Et qui vont remettre par exemple, je crois que c'est le cas à Lunéville, tous les anciens luminaires qui ont été conservés, qui vont être réinstallés.
Alors, dans la vente d'objets d'art, vous constituez un intermédiaire. Vous parliez tout à l'heure de vente judiciaire et de Mandataire. de mandataire. Ouais. Vous parliez de vente judiciaire, de vente privée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre les deux? Et surtout, quelles sont ces règles qui régissent le marché de l'art? Alors, dans les deux Voilà. cas, vente judiciaire ou vente volontaire, ce sont des ventes réglementées. Les ventes judiciaires sont réglementées par l'État. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un tarif qui est publié au journal officiel. Donc, il y a des règles de publicité. Enfin, les deux se ressemblent, mais ce n'est pas le même organisme qui les contrôle. Donc, tout le judiciaire, c'est l'État. C'est-à-dire un commissaire-priseur judiciaire est officier ministériel. Il est nommé, donc il fait un dossier auprès du tribunal, donc du procureur général. Le dossier remonte à la chancellerie. Il est nommé par le garde des Sceaux à la résidence d'une étude dans une ville de province. Il y avait toujours une étude, comment dirais-je, un commissaire-priseur. Donc ça, c'est une partie de la profession. Et depuis 2002, on a libéralisé la chose en autorisant donc la création d'études donc avec des opérateurs de vente volontaire. Ce qui fait que, par exemple, moi, avant, j'étais dans une petite ville qui est Briey, où j'avais la double casquette volontaire judiciaire. Et la réforme m'a permis de m'installer à Metz, où il n'y avait pas de commissaire-priseur. Bon, c'est un peu le statut particulier des provinces annexées. Les Allemands ne connaissaient pas ce type d'officier ministériel. Les ventes étaient faites rapidement par des huissiers. Et donc, ce qui m'a permis de m'installer à Metz. Par exemple, à Metz, n'importe qui peut venir s'installer commissaire-priseur. Il n'y a pas d'études judiciaires. À Nancy, par exemple, il y a 3 études judiciaires et volontaires, mais il peut y avoir d'autres études volontaires. Donc après, tout est ouvert. La vente volontaire, elle est choisie. Alors, c'est ça la différence aussi. Et le judiciaire, c'est une vente qui est imposée. C'est subi, oui. En fait, qui résulte d'un jugement d'un tribunal qui impose la liquidation judiciaire, par exemple, du stock d'une entreprise en faillite, ou une vente suite à divorce, ou alors, à chaque fois, il y a quelque part une ordonnance de justice qui vous impose la vente. Donc, vous ne choisissez pas ce que vous vendez. Votre magnifique mobilier ici peut passer demain, si vous n'êtes pas assez performant, aux enchères. Vous le savez, ça. Oui. Attention à ce que vous dites. Alors ça, c'est le judiciaire. Je compte sur vous là pour augmenter notre code de performance. J'en doute pas. Par contre, donc, le volontaire est à la fois plus simple et pas simple du tout. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de choisir ce qu'on nous amène. Bon, à la vente de Jean-François, il y a des trésors, mais on ne prendrait pas tout, je vous rassure. Non, moi je suis moins sélectif. Je suis plus démocratique. C'est ça. Oui, je suis un grand démocrate en réalité. Qui l'eût cru. C'est ça. Bon, le 28 à la fac de droit, avec 1 euro, vous pouvez vous faire plaisir. Bah oui. Nous, avec 1 euro, hélas, on ne gagne pas grand-chose, donc on ne va pas le prendre. C'est pas très intéressant, pas toujours valorisant. Bon, et ceci dit, donc, on choisit ce qu'on vend. Et du coup, c'est quand même plus simple parce qu'on le valorise nous-mêmes. Les objets sont classés par type. C'est pas, on va faire une vente de livres anciens. Bon, pendant 3 mois, on va récupérer des livres de qualité. On va faire une vente de militaria, une vente de numismatique, une vente de meubles classiques, une vente de bijoux. Enfin voilà, on organise nous-mêmes nos ventes. Alors, là, on peut contacter des collectionneurs, on peut contacter des marchands, on peut, comment dirais-je, agrandir notre petit apport initial. Donc le poids économique des salles des ventes est important. Je crois que c'est le deuxième derrière les galeries. La vente est nécessairement publique. La vente est aux enchères publiques, exactement. C'est rarissime qu'il y ait des restrictions. Donc il y a une exposition qui permet de se rendre compte de l'état des lots. La vente est aux enchères publiques. Alors maintenant, le public est beaucoup plus diversifié qu'avant. Vous avez quatre types d'intervenants. Vous avez l'amateur qui se déplace, qui est présent physiquement dans la salle. Vous avez celui qui ne se déplace pas, qui demande à être appelé au téléphone au moment où passe l'objet. Vous avez celui qui est en live, qui est sur Internet et qui demande... et puis vous avez celui
qui laisse un ordre d'achat, c'est-à-dire qui laisse faire le commissaire-priseur. Il dit cet objet m'intéresse jusqu'à temps. Alors nous, on démarre à un prix beaucoup plus bas, on laisse faire le jeu des enchères, et si c'est lui, s'il est encore en course, on lui adjuge Le lot. l'objet. D'accord. Donc il y a 4 types de personnes qui... Alors moi, je voulais faire le lien justement avec ce dont on a parlé tout à l'heure sur le marché de l'art. C'est une question qui me venait, c'était le fait que, que la vente soit publique. Est-ce qu'on peut considérer que l'hôtel de vente ou ce soit justement un des aspects de régulation du marché Oui, bien sûr. Alors, la différence d'eBay, il faut souligner la différence des sites de courtage aux enchères. Voilà, là, il n'y a pas de commissaire-priseur, donc il n'y a pas de mandataire. Donc, c'est un lien direct entre l'acheteur et le vendeur, mais sans garantie. Le commissaire-priseur, il engage sa responsabilité. Alors, c'est là, pour en revenir c'est important, ça. À la mission du commissaire-priseur. En fait, le commissaire-priseur, son rôle, c'est estimer l'objet, identifier, à partir de là, donner un prix et donner une garantie. Bon. Mais par rapport à un marchand, effectivement, le marché est dynamisé, heureusement, par d'autres intervenants, mais nous avons une obligation, en fait, comment dirais-je, de garantir l'objet, donc l'identifier et surtout donc garantir de donner, on donne un papier, donc un bordereau de vente à un acheteur qui va, nous on est engagé pendant 10 ans, on a une responsabilité décennale sur ce qu'on affirme. Et donc l'arrivée justement du numérique, hein, tu parlais Jean-François de sites bien connus comme eBay ou autres. Et on n'est pas obligé de vendre au plus offrant sur eBay, alors que dans une salle des ventes, on n'a pas le choix. Hein. C'est l'enchère la plus haute qui emporte l'objet. Est-ce que l'arrivée du numérique justement a bouleversé le métier de vente ? Complètement, ça nous a ouvert au monde, enfin, comme pour le reste, hein, c'est une banalité de le dire. Mais un objet avant, un objet intéressant, il était, même s'il y avait une centaine de personnes dans une salle, il y avait quelques marchands, quelques amateurs, quelques oisifs qui venaient se promener. Maintenant, on a le monde entier qui peut suivre la vente. Donc, ça, la concurrence. Donc forcément, pour le vendeur, c'est intéressant parce qu'on aura un éventail beaucoup plus complet d'acquéreurs. Un objet chinois, avant, un vase chinois, il allait être acheté par un marchand local qui le revendait à un marchand à Paris, qui le revendait à un troisième. Enfin, ça passait de main en main un certain nombre de fois. Maintenant, c'est vendu directement aux collectionneurs de l'autre bout du monde. Et ça nous sert, Internet nous sert aussi, parce que dans la mesure où, quand on identifie les objets, enfin, qu'on fait nos recherches, avec Internet, c'est quand même beaucoup plus facile. On ne connaît pas tout. On fait appel à des experts dans certains cas, mais on peut se renseigner directement et avoir à portée de main quand même un certain nombre de choses qu'on n'avait pas du tout avant. Alors on parlait tout à l'heure justement d'une certaine forme d'idées reçues sur les salles des ventes, et l'art, peut-être l'art en général d'ailleurs, sur le côté élitiste de l'art ou de la salle des ventes. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, finalement, il faut dépasser cette idée reçue, ou est-ce qu'il y a une part de réalité ? Ça dépend du type de vente. Si c'est une vente courante, bien sûr, les prix sont moins élevés. Là. C'est pas sur Internet en général. On peut se faire plaisir pour des sommes tout à fait. Alors là, je peux vous dire, vous pouvez meubler un appartement parfois pour 200 €. J'arrête pas de le dire à mes étudiants, et dans tous les styles. Hein, voilà. Bon, si c'est des ventes de prestige de week-end ou avec un catalogue, etc., c'est vrai qu'il y a de la barrière financière. On est hélas dans un monde où triomphe l'argent roi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est hélas. Non, mais c'est important de rappeler. Marché. C'est important de rappeler quand même que selon les ventes, elles peuvent être accessibles. Mais même à une vente de prestige, on peut faire une affaire à des prix aussi modiques. Ça dépend. Tout ne flambe pas. Hein. Mais je pense que la vente se démocratise justement grâce à Internet. On n'est même pas obligé de franchir la salle d'un hôtel des ventes. On peut s'inscrire à une vente sur Interenchères, suivre toute la vente. Mais enfin, ça ne remplace pas le visuel et non, le toucher. Non, c'est autre chose, mais ça se démocratise quand même terriblement. Avant, c'était un monde très fermé quand même, le monde des ventes publiques. C'était quelques amateurs, quelques marchands, un monde un petit peu fermé. L'hôtel Drouot, personne ne connaissait l'hôtel Drouot il y a 50 ans.
dans les familles, personne ne disait soit commissaire-priseur, mais personne ne connaissait ce métier. Hein. C'est encore en partie le cas. C'est encore un Ah oui, c'est encore en partie le cas. C'est pour ça qu'on fait cette Ah, émission. le métier d'huissier, on connaît plus, parce que bon, on peut y avoir affaire ou on peut sonner à votre porte, même quand on s'y attend pas. Commissaire-priseur, non. C'est un délit d'adultère, non? Ça n'existe plus, alors. Bon, bref. Bon, tu parlais de ce rapport, Jean-François, à l'objet, que ça ne remplace finalement, Internet ne remplacera pas ce On peut repérer côté-là. un objet sur Internet. Alors bien sûr, si on habite une certaine distance, c'est pas très facile de se déplacer ou d'être là le jour J, etc. Mais quand même, moi je trouve que bon, ça dépend de ce qu'on cherche, ça dépend de ses connaissances personnelles, ça dépend de l'étude, ses liens avec l'étude ou la salle des ventes. Mais quand même, rien ne remplace le contact. Je sais pas, moi, la patine d'un meuble, même si la photo est très bien faite. Et puis il y a le moment, voilà, il y a le moment de la vente aussi. Hein, on a Oui, sur c'est l'image. sympa, mais Alors Jean-François, Voilà. je m'en parle de patine, effectivement, c'est intéressant. Ah oui. Mais certains idéalisent la patine. La patine, Oui. c'est souvent la crasse, faut pas. Ouais, mais justement, ça fait partie du truc. Tu sais, quand tu dis qu'un objet est dans son C'est jus. ça. Oh, c'est vendeur. Mais non, mais c'est vrai, moi qui fais Non, beaucoup mais de l'acheteur par la crasse, oui. le vendeur par la patine. Bah oui, c'est quand même mais beaucoup plus quand noble. c'est comme quand C'est vous là faites qu'on voit un professionnel. Vous Mais direz. non, mais vous faites des brocantes. Alors, les vides-greniers, par contre, c'est très démocratique. C'est très démocratisé, les vides-greniers. Oui. Bon, il y en a, on leur vend, moi, je vends une fois par an, et souvent, je suis acheteur. Bon. Et j'ai pas envie d'acheter une gravure qui ressemble à une gravure neuve. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, un objet, il a vécu aussi. Il y a des taches de rousseur, parfois il y a des petites taches d'humidité. Une partie du cadre peut être un peu Ça endommagée. arrive mais avec voilà. l'âge, Jean-François. Tu Ouais, parles comme toujours- nous, comme tu parles nous. toujours de l'objet. Comme nous, on a des rides, Tous ça donne du patines, charme. tous Bah, bien patines. sûr, bien sûr. Ça augmente. Bref, et non, mais c'est vrai que Tu n'es pas crasseux, tu patines. l'objet a du vécu en un mot. C'est ce qui est intéressant. Ah oui. Bon, par rapport à un objet neuf, il peut avoir d'autres qualités visuelles. Oui, puis il y a même le moment. Mais il y a tout le vécu il y a tout- derrière. Et c'est l'intérêt de ce métier de commissaire-priseur parce qu'on rencontre tous les jours des gens divers et variés, oui, c'est de génial. tous bords, qui ont chacun leur petite histoire. Avec des fortes personnalités, souvent. Donc, le possesseur, autant que l'objet, est intéressant. Et il y a la théâtralité du moment aussi. On imagine tous. Ah voilà. oui, bah, ça fait partie du jeu, effectivement. C'est Oui, avec des important. petites blagues, avec des retournements de C'est important. situation. C'est une pièce de théâtre. Venez à la vente de Jean-François, on va Voilà. se lâcher. Comme tous les ans. Vous êtes un grand plaisir. Pas même si moi, mes étudiants, on est tellement stressés ce soir-là que c'est pas nous qui en profitons. Oui, le plus. enfin, mais bon, il n'y a pas un vendeur dans la salle qui attend non plus Mais non, un non. résultat de vente considérable. Non. Et l'acheteur, bon, il est bon enfant. La preuve, vous en avez devant vous. Oui, donc pour revenir justement plus concrètement au métier de commissaire-priseur, pour ceux qui auraient envie ou de découvrir ce métier ou de peut-être s'y diriger. Qui viennent nous voir. Moi, j'ai déjà répondu à beaucoup de questions là-dessus. C'est pour ça que j'autorise les doubles cursus dans mon diplôme. Ce qu'a dit Frédéric tout à l'heure est essentiel. Oui, c'est sympa qu'on C'est-à-dire ait qu'il faut ça. un diplôme de droit et un diplôme d'histoire de l'art, parce que ce sont les deux compétences requises et les deux épreuves des écrits d'admissibilité à l'examen d'accès au stage. Donc il faut moi, j'en ai beaucoup comme ça qui, et puis il y en a qui veulent être commissaire-priseur mais ils n'ont jamais mis les pieds dans une salle des ventes, donc il faut savoir ce que c'est qu'une salle des ventes, il faut savoir tout ce que ça implique d'agréable et parfois de désagréable comme toute activité, hein, voilà. Donc c'est important de faire des stages. Peut-être au début assez court, mais moi c'est un stage de 3 mois, mais il y a d'autres possibilités. Donc il faut aller se frotter au terrain. Voilà. Il y a la grande vente internationale et puis effectivement, et la petite vente de province, bon, comme partout. Oui, mais ce qui est sympa, c'est que c'est généraliste, on voit tout. Oui, Parce que dans une grande maison, il faut faire des stages parfois à Paris, mais on est quand même dans un département spécialisé, on fait qu'une catégorie d'objets. Dans une maison, vous êtes toujours la énième roue de la charrette. Voilà. On vous confie pas forcément des tâches valorisantes. En tout cas, ceux qui voudront découvrir et approcher un petit peu plus près ce qu'est qu'une vente aux enchères, eh bien, vous rendez-vous le 28 mars prochain, donc en amphithéâtre K12 à la fac de droit de Nancy. Et c'est à partir de quelle heure est-ce qu'on peut s'y rendre ? Oh, il y en a Le qui seront là dès 8h du matin, 8h pour du fouiller dans matin. les cartons. Mais c'est très bien, c'est parti du folklore. Mais écoutez, la brocante et l'exposition des lots, c'est... on va dire officiellement 9h à 17h. Bon. Voilà. La vente commence officiellement à 19h.
et durera tant qu'elle durera. Parce que la mise en place est longue. Oui, même, voilà. François, C'est pour ça qu'on a prévu 2 heures. Mais le problème, c'est que ça l'amphi me n'est pas... paraît court. Quand j'ai vu les stocks, c'est impressionnant. Mais ils ont des muscles et ils vont... ça va être un prêt. joyeux bordel. Vous êtes prêts ? Ah, on est prêt. Le plus organisé possible. Voilà. Et une journée qui se conclura évidemment par un pot. Hein. Ah, mais beau de le c'est pas rappeler. la conclusion, c'est du contrôle continu. Ça, c'est important. Il ne faut surtout pas que les gens se déshydratent et faim et des crampes d'estomac, parce qu'ils vont fuir. Donc, On a vu que Piper avait offert des bonnes bouteilles. Voilà. Alors, il y a beaucoup de vins d'ailleurs. C'est sûr qu'elles sont ouvertes. On commencera par les vins. Voilà, très bien. Et donc, merci beaucoup à tous les cas d'être venus dans cette émission, Merci nous à vous. présenter Merci ce métier à peu vous, connu. Et puis merci encore à Radio Nancy Caraïbes de Et voilà. soutenir Et le donc, on patrimoine immobilier et mobilier. Merci beaucoup Jean-François. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une heure d'émission. Je vous rappelle que cette émission est disponible en podcast sur le site de la radio au www.rcn-radio.org. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à commenter cette émission et à la partager massivement. Vous nous retrouverez également sur YouTube puisque cette émission est filmée. Merci, à la semaine prochaine.